C'est magnifique. On la parole pour nous parler du musée d'histoire. Merci beaucoup. Bonjour. Viens, viens. Ouais, vas-y. Je reste ici. Alors, c'est un chocolat parce qu'elle a dit. Oui, بزاف avec sa modestie naturelle. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être parmi vous. On se retrouve. Voilà, chaque fois des projets continuent. Voilà, c'est une relation étroite. C'est une relation étroite qui montre en fait le dynamisme d'une université. Parce que c'est un parc qui me tient à cœur. Ça, d'une première part. Deuxième chose, c'est une thématique astronomie macroscopique, etc., qui nous tient aussi à cœur. Et vous voyez, il y a deux axes, en fait, il y a deux aspects sur lesquels l'université a fait la promotion au niveau de la recherche, au niveau de la collaboration, à la fois nationale et internationale. Ce qui fait, donc, c'est un projet qui vient un point nommé aussi, pour conforter, pour renforcer encore les liens qui nous lient avec des collègues. Et c'est aussi un projet intéressant parce que dans la mesure où je pense que c'est un début quand même au niveau physique, biologie, au niveau macroscopique, astronomie, microscopique, biologie, territoire, tout ça. C'est quand même extraordinaire de trouver un projet comme ça qui va les relier. Et donc qui va relier aussi sur une thématique mondiale, c'est la thématique de la conservation, la thématique de la préservation, la thématique donc de promouvoir des réserves, de promouvoir des aires protégées. C'est pour promouvoir la qualité de vie, c'est tout simplement. C'est dans ce sens-là que les Nations Unies ou les grands organismes, les fonds internationaux essaient de donner de l'argent, de promouvoir, de faire des COP comme ça, justement pour essayer de voir un petit peu, d'améliorer la qualité de vie des citoyens au niveau de la Terre. Donc que ce soit au niveau des changements climatiques ou que ce soit au niveau de la pollution atmosphérique, pollution lumineuse dans le cadre de ce projet-là, c'est un petit peu les mêmes objectifs, ça converge dans le même sens. Donc si je reviens à ce projet-là, c'est un projet intéressant dans la mesure où il va aussi apporter, essayer d'impulser certaines recherches qui n'ont pas été faites. Quand on fait nos cours, on fait des cours sur l'écologie, on parle souvent des paramètres. Et comme ça, on parle de la température de l'air, on parle du vent, au niveau de l'eau, on parle du courant, etc. La lumière, on en parle. Mais on en parle juste comme ça, abstrait, avec quelques expériences sur le rôle de la lumière au niveau de la diapause des espèces, c'est-à-dire quand il commence à pendre, ou quand il commence à se reproduire, ou quelque chose comme ça, parce que ce sont des signaux. La lumière permet des signaux comme ça à des espèces pour commencer à se reproduire, pour commencer à se retrouver, pour commencer à dormir, l'hibernation, pour se réveiller, etc., pour faire estiver, pour hiberner, etc. Et ça, c'est très important. Et on apprend à nos étudiants, à l'université, même à l'échelle du secondaire, l'histoire de la photopériode. C'est-à-dire, on leur dit, il y a une photopériode, de faire très attention, lumière, scotophase et photophase, ça veut dire la zone lumière, la phase lumière, c'est la photophase, et la scotophase, c'est la phase obscure. Ces deux phases, c'est très important. Et on trouve toujours dans les écritures de nos étudiants cette histoire de 12-12, okay, ou bien 8-14, bien 14-8, ça veut dire sur les 24 heures, voilà la phase lumineuse, voilà la phase obscure. Et donc, ce qui fait qu'on leur dit, voilà, cette espèce-là, ils préfèrent 12-12, ou bien ils préfèrent 8-14, etc. Voilà, pour vous dire que ce paramètre, on l'étudie. Mais on n'est jamais sorti sur le terrain pour vérifier
en fait, l'aspect de cette pollution. Ça veut dire que si on change ce 12-12, si on change ce 14-8, etc., qu'est-ce qui se passe au niveau de la nature? Et ça, c'est un projet, par exemple, qui peut impulser certaines recherches au niveau... Je vois dans le projet qu'a présenté Cisoel, que j'estime beaucoup au niveau de son dynamisme, bien sûr, et ça va ouvrir beaucoup d'aspects, c'est l'encadrement des masters. C'est marqué quelque part, hein, encadrer des masterants, encadrer des doctorants. Voilà, faire comme ça, faire des études, des analyses. Et ça, ce sont des études, des analyses qui peuvent se faire. Déjà, par exemple, le professeur Mouden, il est en cours dans ce projet, en fait. Il est en train de réaliser au niveau des vertébrés, par exemple, sur les grenouilles, sur les amphibiens, etc., et les lézards. Il est déjà en train de travailler sur ça, sur la mobilité, la répartition, etc., en fonction de beaucoup de choses, d'autres paramètres, parmi lesquels ceux-là. Mais il y a beaucoup d'espèces, et je vois, c'est toujours la pique que je fais à Soraya. À chaque fois qu'il met des photos, il met que de gros animaux. Moi, à chaque fois, je me dis, mais où sont les petits animaux? Les petits animaux constituent 90%. C'est pas le mouflon. 90% au niveau des petits animaux. Tout ce qu'on appelle entre guillemets invertébrés, parce que ce mot-là, invertébré, n'existe plus maintenant en science. Et donc ces animaux-là, 90%, parmi lesquels, sur les 90%, il y a pratiquement, même 86%, sur les 90%, on les remet à 100%, il y a des insectes. 90% ce sont des insectes, des arthropodes, des petits insectes comme ça, et qui vivent dans la nature. Et qui font la fierté du parc national de Toubkal aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'espèces endémiques, il y a beaucoup d'espèces qui ne sont pas connues, il y a beaucoup d'extraordinaires, et qui peuvent faire la fierté de cette réserve, cette prochaine réserve. Donc il y a beaucoup d'études à faire là-dedans. Tout le monde voit... Et il a la possibilité de voir ça concrètement, les papillons qui tournent autour de la lampe. Ça, tout le monde l'a vu, on a vu ça. Et donc, justement, ça, c'est une pollution lumineuse. Ça, c'est vraiment, si vous voulez montrer à un enfant quelle est la pollution lumineuse concrètement, ben, c'est un papillon qui tourne autour d'une lampe qui meurt. Parce qu'il meurt après. Il se fatigue après. Il se fatigue en tournant comme ça, il meurt, il se fatigue. Et on a estimé, il y a des études qui ont été faites, hein, moi je ne vais pas inventer la roue, hein. Il y a des études qui ont été faites dans ce sens-là, et qui ont estimé à peu près 20 à 30 individus par lampe dans les zones où il y a moins de papillons. Imaginez dans les zones comme ça, où il y a des zones un petit peu sauvages, vierges, etc., où il y a beaucoup d'espèces comme ça, eh bien, il y a beaucoup de dégâts à ce niveau-là qui concernent donc ces lampes-là qui attirent la lumière. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait les échantillonnages, hein. C'est en mettant une lampe et on essaie de les attirer comme ça et on peut les collecter, les observer. Les papillons de... Je reste sur ça parce que les papillons de nuit constituent pratiquement 20 fois le nombre des papillons de jour. Donc on a un livre, nous, sur les papillons du jour, mais on n'a jamais un livre sur les papillons de nuit, hein, au Maroc, hein, on n'a pas ça. Ça veut dire que ce sont des études qui doivent être faites. Et si on feuillette ce livre, on regarde ce livre-là sur les papillons du jour et le parc national Toubkal, on trouve beaucoup d'espèces endémiques. Eh bien, multipliez ça par 20. Si vous avez 200 espèces, multipliez ça par 20, vous avez 4000 espèces de papillons de nuit comme ça. Et donc, toutes ces espèces-là font la fierté des réserves, font la fierté de projets de conservation. L'UICN, il est ravi quand vous conservez une aire, c'est ce qu'on appelle maintenant les aires de clés de biodiversité, parce que c'est une notion récente, ce sont des zones clés de biodiversité. Et le parc national, il est inscrit, il faut le mettre aussi dans la présentation, c'est une aire clé de biodiversité de l'UICN. C'est déjà institué comme étant une zone clé, une aire clé de biodiversité. Le parc national
On était dans un atelier et on a proposé le parc national Toubkal parce qu'on sait très très bien qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc ce qui fait que c'est un projet donc multidisciplinaire, vous voyez, il y a des biologistes, des sociologues, on a tout le temps à travailler sur ça parce que c'est étroit, voilà. C'est lié, c'est étroitement lié, l'humain et tout ce qui est nature, territoire, etc., c'est quelque chose de très 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 lié. Et on apprend beaucoup de choses chez les locaux, chez les habitants, au niveau des villages, au niveau des, on apprend beaucoup de choses au niveau de la gestion d'un espace, au niveau des espèces qui y vivent dedans. Par exemple, les hérissons. Les hérissons, c'est extraordinaire comme espèce. Il a une relation très étroite avec la scotophase et la photophase. Cette relation avec la lumière, et c'est une espèce qu'on voit en danger d'extinction, en fait, chez nous. Hein. C'est pas à l'échelle mondiale, non. Mais chez nous, quand même, c'est une espèce qui est menacée, comme l'espèce que tu as montré, Zuhair, le caméléon et autres. Donc, au niveau du parc, il y a beaucoup de vertébrés. Hein. D'autres vertébrés, c'est Moulne pourra en dire beaucoup plus que moi, et qui sont en relation avec cet aspect-là. Donc, quand je vois une lampe comme ça, qui va être modifiée, et qui va ne pas tuer ni papillons, ni perturber cette histoire de photophase et scotophase, et qui va améliorer le ciel au niveau touristique, etc., je ne peux qu'adhérer. Merci beaucoup. Merci, cher professeur Estromamoudi. Cette belle fluidité d'expression, de culture scientifique. J'apprécie beaucoup parce qu'on se partage beaucoup de projets dans le développement de la préparation. Surtout qu'il a, il a une capacité de présenter des thèmes d'une façon facile, accessible et amusante. C'est très important. Merci, Sylvain. Donc la parole à notre cher collègue et ami, professeur Moudel Mahbabi. Merci, monsieur le Tarek. Donc, c'est Hassan qui va nous parler de la recherche de la parole. Donc je vais quand même... bonjour tout le monde. Et merci pour votre présence. Je vais profiter de l'occasion parce que, comme c'est une journée où il y a un grand public, où il y a des scientifiques, des personnes de tout genre, mais également des décideurs, je me suis dit c'est l'occasion peut-être de présenter, de faire une présentation sur l'impact que peut avoir la pollution lumineuse sur les espèces, donc pour un petit peu sensibiliser les gens à cet impact-là, mais également notre laboratoire, donc il est engagé dans ce projet-là. Je vais pas ramener mes lunettes. Donc notre laboratoire, c'est une entité engagée dans le projet, donc je profiterai de l'occasion pour présenter le laboratoire, ce qu'il fait comme travail, mais également quel va être notre rôle dans ce projet-là. Donc la présentation, c'est l'impact de la pollution lumineuse sur la faune et la flore, mais essentiellement sur la faune, parce qu'après les répercussions vont passer de la faune à la flore.
Notre laboratoire, il s'appelle, donc l'intitulé c'est Biodiversité dynamique des écosystèmes. C'est un laboratoire qui travaille sur la faune, sur la biodiversité, et essentiellement sur les vertébrés. C'est un laboratoire de la faculté des sciences Simlalia. Et notre volet recherche s'intéresse essentiellement à tout ce qui est dynamique des populations, les stratégies adaptatives des espèces, mais également nous travaillons sur les impacts de certaines dégradations, perturbations sur les espèces animales. Donc tout ça dans le cadre d'un développement durable. Donc c'est la promotion, le développement de recherches scientifiques touchant tous les aspects d'études et de la protection de la faune. L'un des axes principaux sur lesquels nous travaillons, c'est la protection de la faune partout au Maroc, pas uniquement dans notre atlas, mais partout au Maroc. Mais comme votre atlas est juste à côté, donc on y travaille beaucoup, on est presque chaque semaine, on est dans le site. Nous travaillons donc essentiellement sur les amphibiens. Il y a beaucoup d'espèces au Maroc, il y en a certains même qui sont vulnérables. Il y a une espèce au nord qui est très vulnérable et sur laquelle nous faisons beaucoup d'études dans la région de Rif et du Moyen Atlas. Nous travaillons également sur les reptiles et là, j'aimerais bien noter que, par exemple, dans le Haut Atlas, on a un taux d'endémisme qui est très très important. C'est-à-dire des espèces qui n'existent que dans le Haut Atlas. Normalement, c'est ce qu'on appelle généralement les espèces d'altitude. D'accord. Donc, presque dans le Haut Atlas, il y a 20%, voire plus, d'endémisme, d'espèces qui sont endémiques à la région. Donc la protection des espèces, elle est de notre responsabilité à 100%. Personne ne peut venir conserver et protéger nos espèces qui sont nos propres espèces. D'accord. Donc c'est très important et je pense que là, les autorités, les organismes responsables, ils font un effort très très important à ce point-là. Quand je vois le GPSVARU, vraiment, je pleure, je commence à, je dis, est-ce qu'il est toujours là? Je ne sais pas si vous l'avez aperçu dernièrement. Cette année, on ne l'a pas aperçu. Moi, je l'ai aperçu pour la dernière fois en 2010. En 2016, il a été observé. En 2016. Donc là, c'est une espèce où je pense au Maroc, il n'existe plus que 12 individus. Dans tout le Maroc, il n'existe que 12 individus. Dans le Haut-Atlas, je pense qu'il y a 5 individus ou 6 qui font le tour. Et le Toubkha, le parc, il avait déjà initié un projet sur... Nous, on avait un projet Eklim Hibati Amrel, où il a été sélectionné pour les études, les ELT, les grands télescopes du futur, et on en a aperçu. Le TGV de... Je pense que le parc, il a intérêt à mettre en place un site internet où les observations sont c'est très important. Parce que moi, quand je vois ce oiseau-là, je me dis, on a perdu une espèce emblématique. Ça peut être même le logo du parc au lieu du mouflon. Pour me la... Donc les reptiles en général, on travaille sur les reptiles, mais également sur les mammifères. Il y a des collègues qui travaillent sur l'écologie, la biologie des espèces, une espèce également dans notre atlas, surtout occidentale, le singe. Il n'y a que 4 ébauches de population, des centaines d'individus qui sont dans notre atlas. Et donc c'est également une espèce qui est en danger dans le Haut-Atlas. Je ne dis pas le Moyen Atlas parce que le Moyen Atlas, c'est... Même si le Moyen Atlas, malheureusement, c'est la plus grande population, elle est vraiment en Chine. Mais dans le Haut-Atlas, c'est vraiment une petite population. C'est déjà un problème. Quand on a une petite population, c'est-à-dire on a déjà un problème de consanguinité, on a un problème... C'est vraiment déjà... la population, elle est critique. Le mouflon également, heureusement que le mouflon bénéficie beaucoup de réserves. Donc partout dans notre atlas, il y a beaucoup de réserves. On peut même le voir, si quelqu'un veut le voir, surtout dans la réserve de SNI, c'est-à-dire le Tizi Test. Donc il est toujours presque visible sur la route. On peut s'arrêter, le voir facilement. Donc on travaille également sur les oiseaux. Il y a beaucoup d'espèces qui sont emblématiques. Donc comme j'ai dit, notre laboratoire travaille sur la dégradation et les perturbations. Et parmi ces perturbations-là, le mot exact qu'on peut utiliser en grand public, c'est la pollution. Donc la pollution de toute nature, thermique, la pollution d'eau, la pollution atmosphérique, la pollution. Et parmi ces pollutions, c'est la pollution lumineuse. Et la pollution lumineuse, si on regarde une carte comme ça, qui est publiée sur Internet,
Vous voyez déjà que l'Afrique du Nord, il a commencé à être bien illuminé. Hein. C'est comme l'Europe maintenant. Donc on a beaucoup de lumière et là, c'est la pollution lumineuse. Donc normalement, il y a des inaltérations du paysage nocturne par une lumière artificielle. Au Maroc, c'est un phénomène qui est récent, mais qui est croissant. Et là, j'évoque un petit peu le problème, le programme plutôt d'électrification rurale qui est initié par le Maroc et qui a permis une couverture électrique qui est très très importante maintenant. Presque on est à 100%. On peut aller dans n'importe quelle région de Haut-Atlas vraiment reculée, les gens ils sont servis. Ils sont servis par la lumière. Donc vous voyez un petit peu que l'impact est là. Ces 10 dernières années, l'impact est très important au Maroc. C'est-à-dire la couverture en électricité est très importante. Ceci, effectivement, a permis aux gens locaux de bénéficier donc de droits de services, qui est très important, de services vital, mais également, il a engendré donc un impact sur un impact de pollution lumineuse dans des endroits qui sont très reculés du Maroc. Le Haut-Atlas ne fait pas exception. Et donc là, on a ici, on aurait dû, dans le cadre du programme pour les zones rurales, déjà entamer le programme avec c'est-à-dire un modèle de conservation, parce que le problème de la lumière, c'est qu'on est en train de développer les sources de lumière. Et là, l'exemple le plus récent, c'est les lampes LED. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent bien que le LED, c'est économique, mais il veut toujours obtenir 100 watts. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il achète une LED, mais qui est très forte. Et donc, il économise de l'énergie, mais il illumine beaucoup plus que la normale. D'accord? Donc, c'est ça le problème maintenant avec les différents types de. Je pense que, comme il a dit, c'est notre deux, il faut mettre en place des lois, des décrets qui imposent des normes d'électrification, donc surtout dans les zones rurales. Surtout dans les zones rurales, parce qu'on peut avoir une lampe une lampadaire de 15 mètres. Alors que dans une zone rurale, on a besoin d'une lampe de 4 mètres, 5 mètres.